Il est fortement conseillé de faire preuve de discernement avant de poursuivre la lecture. Le récit suivant est destiné uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Ce que vous allez lire est un compte-rendu tiré d'un reportage judiciaire d'Inner City Press du procès fédéral impliquant Sean Diddy Combs. La salle d'audience n'était pas préparée à ce qui allait se passer. Les journalistes présents dans la galerie feuilletaient leurs notes, ignorant que l'histoire allait bientôt franchir les portes. Son nom n'avait pas été murmuré, et encore moins inscrit sur la feuille de presse. Mais quand Jim Carrey entrait, silencieux, solennel, dépouillé de son sourire légendaire, tout changea. L'homme, connu pour son visage élastique et son humour débordant, n'arborait aucun de ses personnages habituels. Aucun rire ne le suivait, aucune malice dans sa démarche. À la place, il portait un pardessus noir, des lunettes de soleil foncé et l'allure d'un homme porteur d'une vérité si lourde qu'elle en faussait la posture. La salle se tut. Les conversations s'apaisèrent. Même le juge leva les yeux de son banc. Jim Carrey était venu, non pas pour se produire, mais pour se confesser. Et ce qu'il a révélé n'était pas seulement dérangeant, c'était bouleversant. « J'ai accompli des choses dont je ne peux toujours pas parler sans trembler », a-t-il déclaré une fois investi, la voix tremblante, au bord d'un sentiment enfoui, mais s'efforçant de se libérer. Des choses qui ne sont pas venues du talent, mais de l'obéissance. De la soumission. Au centre de tout cela, il a nommé un homme, Sean Diddy Combs. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Quelques mains se portèrent à la bouche. Un juré détourna le regard. Carrey s'agrippait au rebord en bois de la barre des témoins, les jointures pâles. Il parlait de rituels éclairés à la bougie, de bacs remplis de glace, de l'élite hollywoodienne qui observait dans l'ombre initiation, des jeunes talents. Ce n'était pas un témoignage. C'était une prise de conscience. Un soulagement spirituel. Et ça a tout changé. Il n'y avait eu aucun avertissement, aucune équipe de tournage n'était prête à intervenir. Mais lorsque Jim Carrey entra dans la salle d'audience, traînant derrière lui un silence qui imposait le recueillement, l'atmosphère devint électrique. Il avançait lentement, posément, un classeur en papier craft serré sous le bras, comme s'il contenait non seulement des preuves, mais aussi des souvenirs scellés depuis des décennies. Sean Combs se retourna sur sa chaise. Son visage passa de la confusion à la reconnaissance, puis à autre chose, la peur, peut-être. « Je ne suis pas là pour me venger », dit Carrey en retirant ses lunettes de soleil. « Je suis là pour enfin dire ce que je n'ai jamais eu le courage de dire à voix haute. » Il prêta serment, s'assit et expira. Pour la première fois, la salle d'audience n'assistait pas à un contre-interrogatoire. Elle observait un homme se débarrasser d'années de silence et de honte en temps réel. L'homme qui faisait autrefois rire le monde avec ses facéties au visage caoutchouté parlait maintenant avec des mains tremblantes et un regard hanté. « J'ai fait des choses que je ne peux même pas dire sans m'effondrer », commença Carrey. Et Sean Combs, c'était lui qui tirait les ficelles. C'était comme si les murs absorbaient chaque mot. Personne ne bougeait. Personne ne respirait profondément. La gravité de ce qu'il disait était suffocante. Il a parlé de Los Angeles à la fin des années 80, de la façon dont il survivait dans des clubs de comédie miteux, imitant des célébrités et chassant les rires pour payer son loyer et gagner de l'espoir. Je voulais juste y arriver. On m'a dit que des gens pourraient m'aider à grimper. Il fut invité à une fête dans les Hills. Privé. Privé. Organisé par quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore, Sean Combs, une figure montante de la musique et du cinéma. Au début, je pensais que c'était juste une activité sociale, a dit Jim. Le réseautage. Ce genre de choses. Mais ensuite, ça a changé. Les offres ont commencé. Elles n'étaient pas écrites, mais elles étaient claires. Si tu veux y avoir accès, se souvient-il que quelqu'un lui a dit, tu dois passer par Diddy. Sa voix s'est brisée. Et je l'ai fait. Je l'ai traversé. Il s'arrêta, les yeux fixés sur quelque chose de lointain. Carrey a raconté un moment charnière, l'appel d'un manager de renom. Un poste important se présentait. Mais d'autres noms l'attendaient. À moins, bien sûr, qu'il ne façonne connexion. Cette connexion, dit-il, menait à une suite. Une chambre de luxe. Diddy était déjà à l'intérieur. Ce n'était pas une réunion. Ce n'était pas une question d'affaires. C'était autre chose. La salle d'audience était silencieuse. Même les doigts du sténographe hésitaient. Puis Jim l'a dit.
J'ai pris un bain avec Sean Combs pour obtenir un rôle. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. La salle tressaillit. Le silence passa de la stupeur à l'étouffement. Il décrivit la suite, un éclairage tamisé, des bougies parfumées à la vanille, une baignoire remplie et prête à accueillir ses invités. On lui expliqua qu'il s'agissait d'un rituel purificateur. Si je voulais être pris au sérieux dans cette industrie, je devais abandonner qui j'étais avant. Jim baissa les yeux. C'était humiliant. Mais je l'ai fait. Parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Le juge a autorisé le témoignage, invoquant sa pertinence pour établir la coercition et les abus systémiques. Carey a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune menace manifeste, aucun ultimatum. Juste une loi du pays, imminente et tacite. Ce n'était pas « fait ceci ou sinon », a-t-il expliqué. C'était « fait ceci ou disparaît ». Et Didi, c'était lui le gardien. Puis vint la phrase qui allait résonner dans tout le pays. Hollywood ne m'a pas seulement brisé. Didi m'a possédé. On sentait un froid glacial envahir la salle. Même les sceptiques cessèrent de prendre des notes. Ils n'écoutaient plus une célébrité. Ils voyaient un homme se dévêtir émotionnellement, spirituellement, et même au niveau de sa réputation. La voix de Carey ralentit, chaque mot devenant lourd. Il m'a dit de monter dans le bain. Il m'a dit, c'est comme ça que naissent les grands. On laisse son ancien moi dans l'eau. Carey a raconté qu'il était resté figé, à moitié nu, entouré d'assistants silencieux et d'un agent de casting familier, aucun d'eux n'est intervenu. Ils sont restés là, à attendre. Et j'ai été accepté. Je pensais que c'était une métaphore, un truc d'artiste bizarre. Mais non. Sa voix faiblit. C'était réel. C'était calculé. Et ça a marché. À cet instant, aucun rire n'était audible dans la salle d'audience. Seul le léger grattement d'un stylo, le bourdonnement lointain de la climatisation et le tremblement d'un homme disant enfin la vérité. Cela ressemblait moins à une audition qu'à une initiation à une secte, comme s'il mesurait jusqu'où j'étais prête à aller pour être accepté, pour appartenir à une secte. Puis, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Si tu veux le rôle, lave-moi le dos. » Un hoquet aigu parcourut la salle d'audience. Même les journalistes chevronnés, leurs carnets figés en plein vol, semblaient blêmes d'incrédulité. Je l'ai fait, admit Jim Carrey d'une voix basse mais assurée. J'ai frotté le dos d'un homme que je connaissais à peine, parce que tout le monde autour de moi faisait comme si c'était normal. Comme si c'était le dernier rite avant que les portes de la gloire ne s'ouvrent enfin. Il se souvenait être sorti du bain, avoir reçu un peignoir avec une efficacité mécanique, puis avoir été conduit dans une pièce annexe. Là, l'attendait un scénario soigneusement rédigé pour le gars du câble, une bouteille de champagne refroidie dans un seau en argent et une note manuscrite sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue au niveau suivant ». Jim ferma les yeux. Ce film a tout changé pour moi, mais il a aussi brisé quelque chose en moi. Après ce jour-là, je ne pouvais plus me dire que j'avais obtenu le rôle parce que j'étais le meilleur. Je l'avais obtenu parce que j'avais obéi. Je me suis rendu. On sentait l'air s'échapper de la pièce. Ce que Carrey révélait n'était pas un crime au sens juridique du terme, il n'y avait eu ni force, ni menace directe, ni violence visible. Pourtant, ce qui transparaissait dans ses paroles était plus sombre. Il s'agissait d'une manipulation de l'âme. Un système fondé sur la coercition silencieuse. Et au cœur de ce système, affirmait-il, se trouvait Didi, non seulement un participant, mais l'architecte. Un grand prêtre menant un rituel de contrôle. Jim baissa les yeux sur ses mains tremblantes. J'ai troqué ma dignité contre une chance. Et depuis, j'essaie de faire disparaître cette tâche. La salle d'audience ne ressemblait plus à un lieu de droit et de preuve. Elle s'était transformée en une chambre de vérité au cru, pesante et douloureusement attendue. Jim Carrey, toujours assis à la barre des témoins, ressemblait moins à une star de cinéma qu'à un réceptacle d'innombrables voix inaudibles. Puis il se pencha en avant, les doigts tremblants agrippés au bord du pupitre. Et il murmura ces mots qui faisaient battre les cœurs, les fêtes étaient pires. Il a commencé par la première invitation. C'était en 1996, Sauvage, il n'était pas encore connu du grand public. Il reçut un message privé. Pas d'adresse, juste un chauffeur désigné. Seule consigne, porter du noir. Je pensais assister à un événement de réseautage. Mais ce à quoi je suis arrivé était tout autre. La destination était un vaste manoir niché au cœur des collines d'Hollywood. Une odeur d'encens flottait dans l'air,
mêlée à une odeur froide et métallique. À l'entrée, son téléphone fut confisqué. Des accords de confidentialité furent distribués comme des cadeaux de fête. Une fois à l'intérieur, rien ne semblait réel comme un rêve devenu sinistre. Les gens portaient des masques. Mannequins, athlètes, réalisateurs de renom. Mais aucun n'en était échangé. Ils se saluaient d'un signe de tête, comme s'ils participaient tous à une représentation silencieuse. Le manoir s'était transformé en labyrinthe. D'étroits couloirs éclairés à la bougie se ramifiaient comme des veines, des rideaux de velours dissimulant des pièces secrètes. Une musique hypnotique résonnait doucement dans des haut-parleurs invisibles. J'attendais que quelqu'un dise « Parlons boutique ». Mais au lieu de cela, une femme en talons m'a tendu un plateau en argent rempli de pilules et m'a murmuré « Choisissez votre soirée ». Il a refusé. Mais il n'est pas parti. J'étais terrifié. Quelque chose en moi me disait que si je quittais l'entreprise, la porte de ma carrière pourrait se fermer à jamais. Ce qui s'est passé ensuite a mis toute la salle d'audience mal à l'aise. Il vit des gens entrer dans les pièces hommes, femmes, certains manifestement impatients, d'autres visiblement secoués. J'ai demandé à quelqu'un, que se passe-t-il? Ils ont juste souri et répondu, c'est le deuxième acte. Il marqua une pause avant de raconter l'image qui le hantait le plus, une jeune femme pas plus de 20 ans sortait d'une pièce en titubant, le maquillage taché, serrant sa robe déchirée. Elle pleurait. Personne ne l'aida. Personne ne la regarda. C'était comme si la compassion avait été apprise. Comme si l'empathie allait briser le charme. La voix de Carey se réduisit à un murmure lorsqu'il se souvint d'être entré dans l'une des salles du fond. Là, dit-il, gisait un célèbre comédien, affalé, inconscient, sur un canapé en velours. Autour de lui se tenaient 3 hommes en costume et une femme, riant et prenant des photos comme dans une soirée de fraternité. Et toujours, planant, dérivant de pièce en pièce tel un spectre, il y avait Didi. Jamais immobile. Jamais seul. Toujours à l'affût. Il était l'hôte fantôme, a déclaré Jim, s'assurant que les bonnes personnes faisaient les mauvaises choses. Pas un souffle ne s'est élevé dans la salle d'audience. Ce n'était pas une fête, dit-il. C'était une cérémonie. Et le prix d'entrée, c'était votre conscience. Mais il ne s'arrêta pas là. Carey s'agrippa aux côtés de la barre des témoins, comme si la vérité risquait de l'entraîner dans le naufrage s'il lâchait prise. Plus j'y allais, plus je réalisais que tout revenait toujours à lui. Chaque porte, chaque affaire, chaque nom murmuré en secret, tout pointait vers Didi. Les événements se sont répétés au fil des ans. Différents lieux. Même conception. Même règles. Même hiérarchie. Il a expliqué qu'il ciblait ceux qui étaient au seuil de la célébrité ou acteurs, influenceurs, chanteurs ou des gens avides de percer. Il vous atteindrait juste avant votre heure. Quand votre fin l'emporterait encore sur votre fierté. Il se souvient d'une soirée de 2001 où il avait invité un autre acteur à l'un des événements. Il ne l'a pas nommé, mais a déclaré « Tu connais son visage. Il est dans toutes les comédies que tu as aimées. » L'homme est parti à mi-chemin, bouleversé. Des années plus tard, il a envoyé à Jim un message qui disait « Merci de m'avoir laissé partir. J'étais sur le point de perdre mon âme. » Puis vint la révélation la plus troublante. Selon Carey, ces rassemblements n'étaient pas un simple plaisir. C'étaient des systèmes. Des observateurs ou agents, cadres, producteurs étaient postés à tous les niveaux. Ils observaient. Ils prenaient des notes mentales. Parfois, ils filmaient littéralement. Ils n'organisaient pas de fêtes. Ils constituaient des dossiers. Ils décidaient qui était disposé à le faire, à qui il fallait rappeler que le silence est plus sûr que la vérité. Carey a cité des noms. Des personnalités qui fréquentaient les événements. Il a déclaré que le véritable business du divertissement ne se déroulait pas dans les salles de réunion, mais dans les chambres. Il a ensuite partagé un moment de 2003 qui le hantait encore. Dans un penthouse new-yorkais, il a vu un cinéaste célèbre entraîner une jeune artiste dans un salon privé. Je connaissais ce gamin. Il venait de signer avec une maison de disques. Il avait l'air terrifié. Mais personne ne l'a arrêté. Pas même moi. Jim a admis ressentir le sentiment de culpabilité de l'inaction. De ne rien savoir et de ne rien faire. Je me disais que le monde fonctionnait ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Et ça n'aurait jamais dû l'être. L'atmosphère dans la salle d'audience a changé. Ce n'était plus un procès. C'était un règlement de compte.
Je suis venu ici pour le dire sous serment, a-t-il dit, la voix brisée, parce que j'en ai assez d'être complice. J'en ai assez de faire des tournées de presse pour S Ventura tout en faisant comme si je n'avais pas vu le diable derrière le rideau. Et encore une fois, il le nomma, Sean Combs. Les personnes présentes dans la galerie semblaient visiblement bouleversées. Un juré pleurait en silence. Le juge a suspendu l'audience. Mais Carey ne voulait pas s'arrêter. Je veux terminer, dit-il d'une voix plus ferme. Je suis resté silencieux trop longtemps. Et il commença à parler de la force la plus corrosive de toutes, le silence. Je n'ai rien dit parce que je croyais perdre la tête, avoua-t-il doucement. C'est comme ça qu'il vous attrape. Il vous pousse à remettre en question votre mémoire, votre santé mentale, comme si tout cela n'était qu'un rêve mal interprété. Et dès que vous essayez de dire la vérité, il vous étiquette, paranoïaque, instable, brisé. Jim Carrey a ensuite raconté les années de tourments qui ont suivi Blockbuster après Blockbuster. Bruce Tout-Puissant, Soleil éternel ou Imec de l'extérieur, il était l'icône souriante de la joie et du succès, rayonnant sur les tapis rouges et illuminant les spectacles de fin de soirée. Mais derrière ce sourire se cachait un homme en train de se défaire. Les gens venaient me voir et me disaient, « Jim, tu as tout. Que demander de plus ?» Et je rentrais chez moi, je m'asseyais dans le noir et je fixais le mur pendant des heures. Parce que je savais comment je l'ai eu. Et je ne pouvais pas vivre avec ça. Lorsqu'il a finalement essayé de s'ouvrir timidement, avec vulnérabilité aux agents, aux thérapeutes, et même à ceux qu'il considérait comme des amis, il a été accueilli par une évasion soigneusement voilée ou par une peur pure et simple. Il disait des choses comme « c'est comme ça que le jeu fonctionne », ou pire « ne creuse pas trop, Jim. Ce genre de truc peut te tuer. Puis vinrent les hallucinations. Nuit après nuit, il les revivait, les chambres, les fêtes, la baignoire. Il se réveillait en sursaut, en sueur froide, persuadé d'être toujours dans ce maison. Son cerveau, cherchant désespérément à s'échapper, a essayé de réécrire le souvenir, mais il n'a jamais changé. Il commença à tourner la lame vers l'intérieur, se demandant s'il s'était le problème. Peut-être avait-il accepté. Peut-être était-ce simplement la rançon de la célébrité. Mais tout a changé lorsqu'il a entendu d'autres témoignages, ceux de Cassie Ventura et de Monique. Et il y a eu un déclic. Il n'était pas fou. Et moi non plus. On nous a obligés à sentir c'est fou. C'est comme ça que la machine se protège. À cet instant, la salle d'audience se transforma. Ce n'était plus seulement un lieu de justice, mais un sanctuaire de révélation. Tous les regards étaient braqués sur l'homme qui avait autrefois fait rire des millions de personnes et qui délivrait désormais une vérité si sombre qu'elle avait figé l'atmosphère. Jim prit une inspiration, ajusta le micro et, pour la première fois, ses mains étaient stables. Sa voix ne tremblait plus. Ce qu'il allait dire, il l'avait répété en silence pendant des décennies. Il y a une liste, dit-il. Il a précisé qu'il n'y avait aucune trace écrite, aucun document caché dans un coffre. Mais à Hollywood, tout le monde savait que la liste existait. Elle n'était pas écrite, elle était vécue un réseau codé et silencieux, les mêmes visages toujours présents, les mêmes acteurs, les mêmes manipulateurs, les mêmes réalisateurs. Ceux qui n'ont jamais bronché quand la situation a pris une tournure sinistre. Ceux qui ont protégé Didi, car le protéger signifiait se protéger eux-mêmes. Il a commencé à peindre un motif effrayant. On les voyait à chaque rassemblement, souriant, chuchotant, observant. Ce n'étaient pas de simples invités. C'étaient des gardiens. Et puis, sans hésiter, il a commencé à citer des noms. Il a parlé d'un acteur oscarisé, adoré pour ses rôles de héros moraux, quelqu'un qui avait, à plusieurs reprises, assisté à ce que Carrey appelait des « initiations en coulisses ». Il a décrit un animateur de talk-show apprécié qui est resté un jour les bras croisés pendant qu'une jeune danseuse, inconsciente, était transportée hors d'une fête privée, sans qu'aucune ambulance ne soit appelée, sans qu'aucune question ne soit posée. Il a mentionné un producteur de musique renommé qui a amené de « nouveaux visages » dans les cercles restreints de jeunes talents avec de grands rêves, à qui on a offert des opportunités de carrière en échange de leur silence et de leur obéissance. Mais lorsque Jim est revenu vers Sean, Didi, Combs, la pièce est devenue glaciale. Didi n'était pas seulement sur la liste, a déclaré Jim. Il a fait la liste. Il n'était pas seulement les bénéficiaires d'un système corrompu. Il l'a conçu. Il l'a organisé. Il a décidé qui s'est élevé et qui a disparu. Il a décrit comment Didi se déplaçait dans les pièces comme un grand prêtre, hochant subtilement la tête, il est en sécurité, ou,
elle est à l'intérieur, des signaux qui en disaient long à ceux qui comprenaient le langage du pouvoir et de la complicité. Jim raconta alors une soirée de 2005. Une fête dans une résidence privée. Les étages supérieurs étaient fermés. Quelqu'un lui tendit une carte clé et lui annonça « réservé aux VIP ». À l'étage, il découvrit une pièce comme il n'en avait jamais vu remplie de masques, non pas pour le style, mais pour préserver l'anonymat. Et là, au centre de tout cela, se tenaient 5 des personnalités les plus emblématiques d'Hollywood, des acteurs de premier plan, des réalisateurs majeurs, des cadres dirigeants. Et parmi eux, orchestrant tout, se trouvait Didi. Ils ne faisaient pas la fête. Ils observaient. Ils mesuraient. Ils choisissaient. Ils décidaient qui était utile. Qui pouvait être contrôlé. La voix de Jim baissa. Plus on montait dans cette maison, plus la moralité s'abaissait, dit-il. Et puis quelque chose en lui se brisa. Tout sang-froid s'évanouit. Pendant un long moment, il resta silencieux aussi longtemps que le juge envisagea de suspendre l'audience. Mais Jim n'avait pas terminé. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'il dit « C'est la chose la plus difficile à dire pour moi. Parce que ça paraît fou. Mais ça ne l'est pas. C'est la vérité. Et je l'ai porté trop longtemps. » Il se pencha en avant, agrippant le bord en bois de la barre des témoins. Dans cette ville, on ne devient pas célèbre sans être touché, peut-être pas physiquement. Mais spirituellement. Émotionnellement. Mentalement. Ils doivent briser quelque chose en vous, puis vous reconstruire. Leur image. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Je pensais pouvoir m'en passer, murmura-t-il. Être le comique, l'inoffensif. Mais quand est venu le temps de passer au niveau supérieur, de passer du clown au rôle principal, on m'a dit que je devais le faire. Gagner il. Et l'homme qui a allumé ce feu était Sean Combs. Il a décrit les conséquences, crise de panique, dissociation, pensée suicidaire. Il y avait des jours où je tournais une scène, je faisais rire la salle, puis je pleurais tellement fort dans ma caravane que je croyais mourir. Mais je ne pouvais en parler à personne. Parce que dans cette ville, la faiblesse s'efface. Il a déclaré qu'il avait failli mettre fin à ses jours après le numéro 23, je me suis dit que si c'était ça le succès, je n'en voulais pas. Puis un jour, il vit une photo prise lors d'une des fameuses fêtes de Didi. À l'arrière-plan, à peine visible, il se tenait. Le regard vitreux, le corps inerte, à côté d'un homme qu'il ne reconnaissait même pas. C'est là que j'ai compris que je ne vivais pas. Je survivais. L'accusation resta figée. Aucune interruption. Aucune objection. Ce qui se déroulait n'était pas un simple témoignage, c'était un exorcisme. Et puis, d'une voix faible mais ferme, il dit « Ils ont pris mon rire. Ils ont pris ma lumière. » Et l'homme qui tenait l'allumette, a ajouté Jim, souriait à chaque fête tandis que le reste d'entre nous brûlait. Pour la première fois, même l'équipe juridique de Didi resta immobile. La contre-attaque qu'ils avaient préparée n'avait plus d'importance. Jim Carrey avait envahi la salle, non pas en tant qu'artiste, mais en tant que prophète de la douleur et personne ne pouvait détourner le regard. « Je ne veux pas qu'il aille en prison pour ce qu'il a fait à moi, » dit finalement Jim. « Je veux qu'il aille pour ce qu'il a fait à nous tous. » Il a décrit l'industrie comme un parasite aux dents polies, se nourrissant des affamés, des optimistes et des innocents. « Ils ne vous donnent pas le succès parce que vous avez du talent, » a-t-il déclaré. « Ils vous offrent l'illusion opportunité. Et puis ils attendent de voir ce que vous êtes prêt à échanger. » Il a cité d'autres personnes qui avaient été prises pour cible. Certaines avaient disparu. D'autres s'étaient brisées. Elles n'étaient pas faibles, a-t-il dit. Elles étaient humains. Et puis, une dernière révélation. Avant les MTV Movie Awards de 2000, raconte-t-il, quelqu'un de l'entourage de Didi l'a contacté. On lui a donné un numéro de salle. 1 heure. Un message codé. Dites-moi la vérité, m'ont-ils dit. Pas d'eau de Cologne. Pas de faux semblants. Juste de la vulnérabilité. Je n'y suis pas allé. Le lendemain, mon attaché de presse m'a annoncé que j'avais perdu un contrat important. Sans explication. Jim marqua une pause. Sean Combs n'a jamais besoin de menacer. Il prend simplement la décision. Se penchant une dernière fois, sa voix se réduisit à un murmure. Il m'a forcé à le faire. Et je continue à payer. Le juge lui a demandé s'il avait un dernier mot à dire. Jim se tourna, non pas vers le juge,
mais vers la pièce, vers le monde. À tous ceux qui regardent ça et pensent que j'exagère, que je suis délirant, j'espoir tu as raison. Je prie c'est moi le fou. Parce que si je ne le suis pas, alors cette industrie est plus sombre, plus malsaine et plus dangereuse que vous ne l'auriez jamais imaginé. Il s'est retiré. Pas d'applaudissements. Pas de halètement. Juste un lourd silence. Personne ne l'a bousculé. Pas de flash. Pas d'autographe. Juste des yeux, suivant un homme qui avait traversé une tempête que la plupart ne pouvaient imaginer. Et derrière lui, Didi restait assis, immobile. Sans un mot. Parce que Jim Carrey n'est pas venu pour divertir. Il est venu témoigner. Et les échos de ses paroles entreront Hollywood pendant des générations.